Et bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous êtes remis de la dernière vidéo sur les tableaux qui était un peu chargée, je le reconnais. Aujourd'hui, ça va être un peu plus cool et relax, donc vous pouvez vous détendre. Alors posez-vous confortablement, préparez vos claviers, et c'est parti! Aujourd'hui, on va voir quelque chose qui va nous faire un grand bond en avant. En effet, jusqu'à présent, on a surtout écrit des programmes, des fonctions, etc. Mais il nous manque quelque chose d'essentiel. Vous imaginez bien que quand on installe un jeu et qu'on y joue, tout n'est pas présent sur le fichier du programme principal. On va trouver par-ci par-là des fichiers de configuration, des fichiers de sauvegarde, des images, des cinématiques, etc. Là où je veux en venir, c'est que notre programme va pouvoir interagir avec d'autres fichiers, soit en les lisant, soit en écrivant dedans. C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Quand on parle d'interaction avec des fichiers, on va parler de flux de fichiers. Mais nativement, il n'est pas possible de les utiliser. Il va donc falloir faire quelque chose pour débloquer les fonctionnalités des flux de fichiers. Une idée ? J'ai entendu ajouter une ligne include ? Eh ben oui, c'est ça. Ah oui, 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 oui. La ligne qu'on va rajouter est donc include fstream. Pour ceux qui se posent la question, oui, c'est différent de la ligne include iostream. iostream va permettre les flux vers la console, ça signifie input-output stream, flux d'entrée et de sortie. Fstream, quant à lui, signifie file stream, flux de fichiers. C'est donc deux notions se ressemblant, mais bien différentes. Voyons voir maintenant comment créer un flux. Pour créer un flux de modification de fichiers, on va simplement le déclarer et l'initialiser, un peu comme une variable, de type ofstream, ou offstream, je sais pas comment on dit. On va donc écrire ofstream, le nom du flux, et entre parenthèses le chemin d'accès au fichier. Attention, petite spécificité, normalement sur Windows, les chemins de fichiers sont écrits avec des anti-slash. Mais ici, il faudra écrire avec des slash. Ça ressemble donc à une variable, ça se déclare comme une variable, ça s'initialise comme une variable, ça a les mêmes règles de nommage qu'une variable. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas ou qui ne l'ont pas vu, on a abordé le sujet dans l'épisode 2. Mais ce n'est pas une variable, c'est un objet. Le C++ étant un langage orienté objet, à un moment on verra toute une partie sur les objets, mais c'est encore un peu tôt, donc on va pas s'attarder sur le sujet pour l'instant. Je ne fais qu'évoquer le fait que c'en soit un. Pour ce qui est du fichier pour lequel on a créé le flux, il y a deux façons de l'annoncer. Un chemin absolu, comme je l'ai écrit là, c'est-à-dire le chemin complet pour accéder au fichier, ou un chemin relatif qui correspond au chemin par rapport à l'emplacement du fichier de notre programme. Si le programme est à la racine de D par exemple, on pourrait écrire ofstream, nom du flux, un nom de dossier qui est à la racine de D et le nom du fichier. Ou encore, si le fichier texte et le programme sont dans le même dossier, on écrira tout simplement le nom du fichier entre parenthèses. Il n'y a qu'une seule règle à respecter, faire en sorte que le dossier existe. S'il n'existe pas, cela ne fonctionnera pas. Par contre, le fichier n'est pas obligé d'exister. S'il n'existe pas, le programme va le créer automatiquement. C'est Caplery, c'est Caplery. Je suis en train d'imaginer un programme un peu long dans lequel on va faire plusieurs fois ce flux pour ouvrir et fermer le fichier quand il y en a besoin. Perso, j'ai pas vraiment envie de devoir réécrire le chemin. En plus de ça, là j'ai mis un chemin court, mais un programme s'installant par défaut dans le dossier programme, ça va plutôt donner un chemin d'accès du fichier comme ça. J'ai pas envie d'écrire ça plusieurs fois. C'est pour ça qu'il est judicieux d'enregistrer ce chemin d'accès dans une variable constante et de l'utiliser dans la création du flux. C'est quand même beaucoup mieux. Ah, et une dernière chose avant de continuer, comme tout n'est jamais tout rose et tout beau, il peut y avoir des problèmes lors de la création d'un flux. Par exemple, si notre disque dur est plein, ou alors si tout simplement les droits sur un fichier ne nous autorisent pas à faire cette manipulation. Oui, on peut pas tout le temps faire tout et n'importe quoi avec un fichier. Il y a des droits qu'on peut mettre en place pour protéger les fichiers ou n'autoriser que certaines personnes à pouvoir les modifier. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo là-dessus. C'est pourquoi, dans la bonne pratique, il faut tester si le flux s'est correctement ouvert pour éviter tout problème. On peut faire ça très facilement avec quelque chose qu'on a déjà vu. Une idée ? Allez, un indice, c'est quelque chose qu'on a vu dans l'épisode 4. Si quelqu'un a dit la condition si, c'est exact.
On va donc écrire si le nom du flux, ça va être une comparaison booléenne implicite, ça sous-entend si le flux est vrai, donc qu'il existe, alors on va écrire ce qu'on fait avec notre flux. Sinon, c'est que le flux n'est pas ouvert, à ce moment-là on peut afficher un message qui nous dit qu'il y a un problème. En faisant la déclaration du flux comme ça, c'est-à-dire en indiquant le chemin du fichier directement, ça va ouvrir tout de suite le fichier. Une façon plus détaillée et plus longue, donc la flemme, ce serait d'écrire comme ça. On écrit ofstream le nom du flux, donc on crée le flux, et ensuite on ajoute le nom du flux .open avec le chemin d'accès du fichier, et seulement à ce moment-là le fichier sera ouvert. Pour ce qui est de la fermeture maintenant, elle se fera automatiquement dès qu'on sortira du bloc dans lequel a été ouvert le flux. Sinon, pour ceux qui veulent que ça soit plus clair, on peut fermer le flux de façon plus explicite en utilisant l'instruction le nom du flux .close. Ces instructions open et close ne sont pas obligatoires, mais encore une fois, pour que ce soit plus explicite, on peut les utiliser. On peut donc maintenant faire un test d'écriture dans un fichier pour voir comment ça réagit. On va donc déclarer notre flux en indiquant directement le chemin du fichier. On met en place le test de vérification, et on va dire que si le flux existe, on va tout simplement insérer la phrase « Ceci est un premier test » dans le fichier. On va préparer une variable string dans laquelle on va mettre que c'est une deuxième phrase, variable qu'on va injecter dans le fichier, et on va aussi injecter une valeur numérique. On rajoute le cas où le flux ne s'est pas ouvert correctement, et on lance. On peut voir que le fichier a bien été créé, et si on l'ouvre, on voit toutes les valeurs qu'on avait injectées. Donc tout fonctionne. Comme on peut le voir, il n'y a rien de vraiment très compliqué. Admettons maintenant que le fichier en question soit déjà présent parce qu'il a été créé précédemment avec d'autres informations à l'intérieur par exemple. Qu'est-ce qui va se passer si je lance le programme ? Eh oui, ça va écraser les informations qui sont déjà présentes. Pour éviter ça, si on veut ajouter des informations dans le fichier et non pas le recréer à chaque fois, il faut ajouter une petite chose au moment de l'appel du fichier, ios app. Le app signifie append, ce qui veut dire ajouter à la fin. Maintenant, si je reprends mon fichier comme il était et que je relance le programme, on voit que les informations s'ajoutent à la fin du fichier. Tout ça, c'était pour la partie écriture dans un fichier. Parfois, on aura juste besoin d'y accéder et de lire ce qu'il contient sans avoir besoin d'écrire dedans. Pour lire un fichier, le principe va rester le même, sauf qu'au lieu de déclarer le flux avec ofstream, on va le déclarer avec ifstream. On va bien sûr également garder le test de bon fonctionnement du flux. Quand le flux en lecture va être ouvert, il va y avoir 3 façons différentes de lire un fichier. Ligne par ligne, mot par mot ou caractère par caractère. On va commencer par la lecture ligne par ligne. Pour ça, on va pouvoir déclarer une variable de type string afin d'y stocker ce qui va être lu, et on va utiliser la fonction getLine pour stocker la ligne lue dans la variable. Ça s'écrira comme ça, getLine, entre parenthèses, le nom du flux, virgule, le nom de la variable. Ensuite, pour la lecture mot par mot, ça va être un peu plus simple. Il va falloir utiliser une variable en fonction du type de mot qu'on va lire et envoyer cette lecture dans la variable. Si on lit un nombre entier, on va déclarer un int et on va injecter le contenu du flux vers la variable. Si on lit une chaîne de caractères, on va déclarer une variable chaîne de caractères et on va injecter le contenu du flux dans cette variable. Enfin, il nous reste à voir la lecture caractère par caractère. Si on souhaite lire un seul caractère, on va déclarer une variable char et y stocker le caractère qu'on aura lu grâce à la fonction get. On va l'écrire comme ça, le nom du flux, .get, entre parenthèses, la variable dans laquelle on va stocker le caractère. Par contre, attention, ce procédé lit tous les caractères, aussi bien les lettres que les chiffres, les espaces, les retours à la ligne, les tabulations, etc. Dans toutes ces présentations, je parle de créer des variables. C'est pas du tout une obligation, l'idée étant juste de stocker les résultats, mais on peut très bien les afficher directement ou s'en servir pour faire des comparaisons sans passer par une variable. Peut-être certains se demanderont si on peut passer d'un mode de lecture à l'autre sans problème, en faisant par exemple quelque chose dans ce style. D'abord une récupération de lignes, et ensuite on enchaîne avec une récupération de mots. La réponse est non.
Pour passer d'un mode de lecture à un autre, il va falloir ajouter une ligne, la fonction ignore, qui va s'écrire le nom du flux, .ignore. C'est pas difficile à se rappeler, c'est comme avec un stylo 4 couleurs. Si on commence à écrire en noir et qu'on veut écrire en bleu, en enclenchant la couleur bleue, il va y avoir un clic qui va rentrer la couleur noire pour ne laisser que le bleu. S'il n'y a pas de clic et que le noir dépasse toujours, on se retrouve avec deux couleurs, c'est dégueulasse, ça écrit en double, ça fait des pâtés, c'est moche. Là, le clic, c'est la fonction ignore. Pour aller plus loin, lire un caractère, un mot ou une ligne, c'est bien beau, mais si on veut lire tout le fichier, eh bien pour ça, il y a une fonction cachée à la fonction getLine. Elle ne fait pas que renvoyer la ligne lue, elle renvoie aussi un booléen, vrai-faux, indiquant si une autre ligne est lisible. Par exemple, si on est à la fin du fichier ou s'il y a un problème dans la suite de lecture. Du coup, sur le même principe de récupération des valeurs stockées dans un tableau, on va pouvoir mettre en place une boucle while pour lire l'intégralité d'un fichier avec comme condition de continuité le fait que le booléen renvoyé par getLine soit vrai. En gros, qu'il y a encore quelque chose à lire. Ce qui donnera par exemple, on déclare le flux en indiquant le fichier, on prépare les variables qui vont contenir des chaînes de caractères, on met en place le test de bon fonctionnement du flux, et on crée notre boucle while en indiquant la condition getLine, nom du flux, virgule, la variable de récupération. Tant que ça c'est vrai, on va concaténer ce qu'on récupère dans la variable contenu total fichier. Et bien sûr, à la fin, on affiche le contenu de la variable pour vérifier qu'on a bien le contenu du fichier. Alors tout ça c'est bien beau, mais si je veux pas récupérer tout le fichier, mais seulement une partie bien précise. Par exemple, dans un fichier contenant des informations de configuration, si je veux récupérer ça. Pour ça, comme dans le bloc-notes, il y a une notion de curseur n'ayant pas de visuel graphique. Il reste quand même possible de connaître la position de notre curseur et de le mettre là où on veut pour pouvoir récupérer ce dont on a besoin. Pour ça, il existe une fonction qui va nous renvoyer le numéro de caractère sur lequel on se trouve. Pour la même fonction, elle va avoir deux noms différents en fonction du flux. Pour le flux entrant, ifstream, on va mettre le nom du flux .telg. Pour le flux sortant, ofstream, on va écrire le nom du flux .telp. Et maintenant, pour se déplacer, on va utiliser là encore une fonction qui va avoir deux noms différents en fonction du flux. Pour le flux entrant, on va écrire le nom du flux .seekg. Entre parenthèses, le nombre de caractères dont on veut se déplacer et la position. Pour le flux sortant, on va écrire le nom du flux .seekp, le nombre de caractères dont on veut se déplacer et la position. Pour la position, il va y avoir trois valeurs possibles. Le début du fichier, ios:2.2.beg pour beginning, la fin du fichier, ios:2.2.end, et la position actuelle, ios:2.2.cur pour current. Grâce à tout ça, on pourra se positionner par exemple à 40 caractères en partant du début, en écrivant le nom du flux .seekp entre parenthèses 40, ios:2.2.beg, ou à 10 caractères de la fin, le nom du flux .seekp entre parenthèses 10, ios:2.2.end. Enfin, la dernière astuce, c'est de trouver la taille totale d'un fichier. Pour ça, pas de fonction préconçue, même si on peut la faire nous-mêmes, ce sera juste une utilisation très simple de ce qu'on vient de voir. On se positionne à la fin du fichier, en écrivant le nom du flux .seekp entre parenthèses 0, ios:2.2.end pour se mettre à 0 caractère de la fin du fichier, et on récupère notre position actuelle, avec la fonction telp. Bon, on arrête là pour le blabla, on va maintenant passer à un exemple. Le premier exemple auquel on peut penser, c'est bien sûr un fichier qui va enregistrer une sauvegarde. Dedans, on va pouvoir y stocker notre nom de joueur, le niveau auquel on est et notre score. Pour ça, on va faire un petit jeu de calcul tout nul, juste pour illustrer un jeu, et on va mettre en place une sauvegarde et on va rajouter un tableau des scores. On va commencer par ajouter la ligne include fstream, vu qu'on va utiliser des flux de fichiers, et on va directement passer à nos variables. Juste pour info avant de commencer, je vais pas faire ça super carré à isoler des fonctions dans des fichiers, etc. Je vais tout mettre en bloc dans le programme principal pour une raison pas recevable mais simple. Le programme ne va pas être très long, donc c'est pas très grave.
Alors, pour les variables, je propose de mettre en premier lieu les chemins de fichiers qu'on va utiliser. Il va y avoir un fichier pour la sauvegarde, qu'on va faire sous forme de checkpoint automatique, et un fichier qui servira au tableau des scores. Qui dit tableau des scores dit qu'on va utiliser des tableaux. On va donc créer une constante pour la taille des tableaux, ainsi qu'un tableau de nom et un tableau de score correspondant. Vu qu'on va faire un petit jeu de calcul pour les enfants, il faudra trouver le résultat d'une addition, on va mettre en place une création de nombres à additionner en pseudo-aléatoire. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi pseudo-aléatoire. On va donc créer deux variables de nombres. On aura également une variable pour le score en cours de partie, une qui stockera le niveau sur lequel on est, et le nombre max de niveau qu'on va initialiser à 10 pour l'instant. On demandera son nom au joueur et on prévoit une variable pour enregistrer le résultat du tour pour préparer un affichage dynamique. On va aussi créer une variable pour la réponse qu'on va donner, ainsi qu'une autre pour le résultat attendu. On va faire un menu, il y aura donc une variable pour le choix qu'on va faire, et enfin une variable pour un cas un peu spécial qu'on va voir ensemble. Bon, ça fait un paquet de variables, mais maintenant qu'on a ce dont on a besoin, on va pouvoir commencer à créer notre menu de départ. Dans l'idée, il demandera si on veut commencer une nouvelle partie ou reprendre à la dernière sauvegarde, avec bien entendu le fait de boucler sur le menu si on tape n'importe quoi pour forcer un choix possible. On va donc commencer par mettre une boucle do-while en place. On va placer un rafraîchissement de l'écran et un affichage du résultat du précédent tour s'il y en a eu un. Et la première phrase du menu qui nous demande ce qu'on veut faire. On récupère notre choix et on crée le menu pour les deux choix possibles avec un switch. Si on a choisi de lancer une nouvelle partie, à ce moment-là, on va rafraîchir l'écran et demander à récupérer un nom de joueur. On va créer un flux vers le fichier de sauvegarde avec un test de bonne ouverture et on va y stocker le nom. Deuxième choix possible, celui où on charge une sauvegarde. Pour ce cas, on va commencer par créer un flux de lecture du fichier de sauvegarde, l'idée étant de voir si un fichier de sauvegarde existe ou pas. Si c'est la première fois qu'on y joue, il n'y en aura pas. C'est pour ça qu'on vérifie son existence. On va mettre en place un test de validité du flux. Si le flux est ouvert, le fichier existe et il doit y avoir des informations stockées dessus. Ayant préparé à l'avance la tête qu'aura le fichier de sauvegarde, ça ressemblera à ça. Du coup, je peux prévoir le placement de mon curseur à l'intérieur du fichier afin de récupérer ce qu'il me faut. Je vais donc me positionner à 6 caractères du début afin de récupérer le nom qu'on a tapé, puis je vais le stocker dans la variable nom. Je vais ensuite me positionner à 9 caractères plus loin que ma position actuelle pour pouvoir récupérer le niveau auquel on en était. Le programme ayant pu être fermé juste après avoir écrit son nom, le fichier de sauvegarde ne contiendra alors que ça. Dans ce cas, le niveau récupéré vaudra 0. Pour éviter toute erreur, on va alors mettre une condition. On va dire que si le niveau récupéré est différent de 0, alors on va se positionner 8 caractères plus loin que notre position pour récupérer et stocker le score. Sinon, s'il n'y a pas de fichier de sauvegarde, on affichera un message disant qu'il n'y a pas encore de partie sauvegardée. Et on termine tout ça par fermer le flux. On rajoute ensuite la condition de continuité de notre boucle, si le choix est différent de 1 et si le choix est différent de 2. On peut lancer pour voir la tête que ça a, et il y a un problème, ça fonctionne pas. J'ai cherché un moment le pourquoi du comment et il se trouve que c'est pas une faute de frappe. Le problème c'est que dans mes cases, je fais des déclarations de flux, et comme le flux n'existe entre guillemets que dans son bloc, le switch n'aime pas ça et ça se met en erreur. Il y a donc deux façons de contourner ce problème. Soit on remplace le switch par un if, mais c'est moche, soit on met les cases entre accolades. Ce qui règle le programme se lance, enfin un problème, parce qu'un autre problème se pose, ça ne fait pas bien fonctionner le switch. Si je lance une nouvelle partie, ça marche, mais si je veux lancer un chargement de sauvegarde qui n'existe pas, ça ne me dit pas qu'il n'y a pas de fichier. Du coup, si on rajoute une variable repère valant 0, qu'à la fin de chaque case on la fait passer à 1 pour dire que l'action s'est bien effectuée, et qu'on change notre condition de continuité en mettant début égale 0, ça règle tous nos soucis. Attaquons maintenant le jeu en lui-même. On sait qu'on va faire des niveaux, chaque niveau représentera un calcul à effectuer. On commence donc par mettre une boucle do-while en place avec la condition de continuité que niveau soit strictement inférieur à nombre max de niveaux, et on va mettre un rafraîchissement de l'écran ainsi qu'un affichage du dernier tour s'il y en a eu un.
Pour générer les nombres à additionner, on va utiliser la fonction rand. J'ai dit tout à l'heure que c'était du pseudo-aléatoire parce que pour donner un exemple concret, si on crée une boucle pour afficher le résultat d'un rand pour 120 une dizaine de fois, ce qui signifie qu'il va générer un nombre aléatoire entre 1 et 20, on peut voir que les nombres sont bien aléatoires. Mais si on ferme le programme et qu'on le relance, les nombres générés seront les mêmes. Encore une fois, on ne cherche pas l'optimisation du jeu, juste un truc qui y ressemble, donc ça fera très bien l'affaire. On va donc affecter le résultat d'un random 1 à 20 au nombre premier et par exemple un random 1 à 30 au second. Tant qu'on en est à l'affectation des valeurs de variables, on va en profiter pour incrémenter le niveau. On le fait maintenant car actuellement le niveau vaut 0, on le fait donc passer à 1 pour l'afficher correctement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite, on affiche le niveau et on va afficher également la phrase demandant le résultat du calcul avec le calcul à effectuer. J'aurais pu écrire tout sur la même ligne, mais je préfère faire un petit bloc pour que ce soit plus simple à lire tout simplement. Une fois qu'on a fait ça, on récupère notre réponse et on calcule le résultat de l'addition, le vrai, qu'on va comparer avec notre réponse pour savoir si on a eu juste ou pas. Si on a donné la bonne réponse, on va alors écrire bravo et on va faire augmenter notre score de 10 points. Sinon, on va simplement afficher que notre réponse est incorrecte. On en profite également pour créer notre sauvegarde automatique, ça va être très simple. On va dire que si on est à un niveau modulo 5 qui vaut 0, ce qui veut dire que si c'est un multiple de 5, car le reste de la division entière vaudra 0, et qu'on n'est pas au niveau max, parce que ça sert à rien de sauvegarder au niveau max, alors on va créer un flux d'écriture sur le fichier sauvegarde sur lequel on va écrire le nom, le niveau et le score du joueur à l'instant du passage du niveau. Encore une fois, comme je trouve ça plus clair, je mets une fermeture du flux à ce niveau-là. Et c'est tout pour le jeu. Vous voyez, rien de compliqué. Il ne reste plus que quelques petites choses à faire. Tout d'abord, s'occuper du fichier du tableau des scores. Comme on va avoir besoin des infos qui sont dedans, on va ouvrir un flux de lecture pour vérifier s'il existe ou pas. S'il n'existe pas, on va créer un flux d'écriture sur le fichier score, qui va du coup être créé automatiquement, et on va y écrire nos scores de base. Une fois que c'est fait, on ferme nos flux. Maintenant que c'est sûr que notre fichier est là, on va ouvrir un nouveau flux vers le fichier score en lecture, toujours en testant la bonne ouverture, et on va remplir nos tableaux de nom et de score avec le contenu du fichier en n'oubliant pas de mettre un pas de 3 caractères après avoir récupéré le nom. Une fois les tableaux remplis, on ferme le flux. Il ne reste qu'une dernière étape. Maintenant qu'on a le tableau des scores et notre score final, on va regarder s'il fait partie des 10 meilleurs scores, et si c'est le cas, on va réorganiser le tableau pour l'y intégrer. On va donc créer une variable compteur et une variable repère de traitement. On va mettre en place une boucle while, avec comme condition de continuité que le compteur soit strictement inférieur à la taille du tableau, et que traitement soit égal à 0. Je rajoute une variable pour indiquer que le traitement est fini parce qu'on ne va pas modifier forcément tout le tableau, uniquement la partie à partir de l'emplacement que le nouveau score va occuper. On va donc explorer le tableau qui est rangé du score le plus élevé au plus faible en testant à chaque espace de stockage si le score qu'on a réalisé est supérieur ou égal au score enregistré dans le tableau. Quand c'est le cas, on va faire une boucle où la condition est que le compteur soit strictement inférieur à la taille du tableau, moins k pour indiquer le nombre d'espaces de stockage à traiter, moins 1 pour ne pas traiter là où on va se placer. Le traitement, ça va être que l'espace de stockage actuel va prendre pour valeur celle de l'espace de stockage précédent, que ça soit pour le tableau des scores, les valeurs numériques, et pour le tableau des noms. Une fois que c'est fait, il ne reste qu'à traiter l'emplacement qu'on doit occuper en affectant le score et le nom du joueur aux emplacements des tableaux respectifs. On n'oublie pas d'incrémenter le compteur K pour permettre de tester chaque espace du tableau jusqu'à ce que le traitement ait été effectué. Quand les tableaux sont à jour, on ouvre un flux d'écriture vers le fichier score, en le testant toujours, et on va simplement écrire le contenu des tableaux nom et score dans le fichier score pour les sauvegarder. Et c'est quasiment fini. Il ne nous reste plus qu'à faire un rafraîchissement de l'écran pour mettre un message comme quoi le jeu est fini. On peut afficher le résultat de notre partie et enfin afficher le tableau des scores. On va faire un petit test pour voir tout ça et je vais mettre en parallèle le dossier dans lequel les fichiers doivent se créer pour vérifier que tout fonctionne bien. Et voilà, on a créé notre premier petit jeu fonctionnel avec un tableau des scores et une sauvegarde.
On peut bien sûr pousser le truc en proposant des degrés de difficulté, en augmentant la fourchette de nombres aléatoires. On peut mettre une possibilité de choisir le nombre de niveaux qu'on va jouer, avec un tableau des scores par nombre de niveaux, genre si on joue 10 niveaux, il y aura un tableau des scores, si on joue 100 niveaux, il y en aura un autre, etc. On peut aussi ajouter des opérations, enfin bref, plein de possibilités. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez reprendre ce code pour l'optimiser, pour ajouter des fonctionnalités et proposer de jouer avec des amis ou des membres de votre famille pour voir qui calcule le mieux, et que le meilleur gagne. N'hésitez pas à faire des tests de votre côté, de vous créer des mini-jeux, des programmes pour appliquer tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Encore une fois, c'est en pratiquant qu'on apprend le mieux. À bientôt!